Salut les trancheux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, merci d'être là, c'est cool que vous regardiez, c'est sympa parce qu'on prend un petit peu de temps pour faire les vidéos. Donc aujourd'hui, voilà ce que je vous propose de faire. Donc c'est ce couteau-là que je viens de terminer à l'instant, c'est ce couteau-là que l'on va faire dans cette vidéo. Donc couteau outdoor en 90 MCV8, un acier carbone avec un manche en loupe de noyer du Caucase, un montage en plate semelle. Voilà, donc c'est un couteau qui sera entièrement usiné pour celui-ci, avec les traitements thermiques bien évidemment, mais il n'y a pas de forge. Voilà, donc je vous avertis tout de suite dans cette vidéo, pas de forge. Donc je vous donne toutes les étapes, tous les petits trucs à faire. Voilà, c'est vraiment une construction step by step que je vous propose. Et bien écoutez, si jamais vous voulez me suivre, c'est parti. Voilà, à nous. Donc le projet, il est ici. Couteau outdoor. Donc pour la taille, je suis à environ 11,5 cm de lame. Donc voilà la lame, hein, je vais la compter vraiment jusqu'ici. Et au niveau de notre manche, donc l'empreinte index, là jusqu'à notre pommeau, je suis à environ à 10,5 cm. 11 cm. Donc une fois que le détourage sera fait, ce sera la prise en main, voir vraiment, vraiment ce que ça donne et réadapter s'il y a nécessité. Voilà. Donc au niveau du dessin, voilà, donc faites des croquis, hein, différents croquis sur les papiers, regardez les designs que vous aimez, qui pourraient également plaire, si jamais c'est pour quelqu'un d'autre. Au niveau de la plaque, quand vous allez mettre le papier dessus, donc vous le collez avec de la super glue, hein, vous emmerdez pas. Faites gaffe de ne pas vous coller les doigts, bien évidemment. Donc moi, je mets une petite couche de super glue, je viens mettre mon papier dessus et je remets une autre couche de super glue dessus. Tout simplement parce que ça va étanchéifier un petit peu mon papier. Vu que je vais faire mon détourage, et ben, ça va chauffer. Forcément, je vais mouiller mon plat d'acier pour éviter de me cramer les doigts. Et si jamais j'avais pas ma glue pour étanchéifier un petit peu, pardon, j'ai mon papier qui va boulotter et qui va se barrer. Et puis du coup, ma référence, je l'aurais pu et ce sera un petit peu fait à l'arrache. Voilà. Donc une couche, dessous, dessus, on laisse sécher et après c'est parti. Là, je vous reprends sur le backstand. Voilà, la lame elle est détourée, vous l'avez vu, hop. Donc on ajuste bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vous avez votre projet papier, bon, on voit même avec la colle, vous voyez quand même, comme quoi ça se barre un petit peu. On prend en main, on regarde la prise, c'est donc dégueulasse, on fait avec. Vous prenez en main, vous regardez votre ressenti, vous voyez ce que ça donne. Vous faites pas avoir, pensez qu'il va y avoir les garnitures de manche dessus. Voilà, donc ne faites ni trop gros ni trop fin, il faut vraiment que le ressenti soit bon, hein, tout simplement. Un couteau qui n'est pas appréciable quand on le tient en main, c'est un couteau qui reste dans l'étui et qu'on oublie à force dans un tiroir, quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez important. Également, important, vous usinez des aciers, vous usinez du bois, différentes matières potentiellement dangereuses, et pour votre environnement et pour vous aussi. Donc pensez à mettre vos protections, donc les gants. De toute façon, vous allez passer sur une bande en grain 40 avec votre gant, c'est placebo, hein, le gant il disparaît, il n'y a plus rien. Par contre, au niveau de votre voie respiratoire, pensez quand même à mettre quelque chose. Trop souvent, je vois des personnes qui mettent rien.
Bon, bah écoutez, après c'est vous qui voyez, hein. Si jamais vous avez envie de choper un cancer, enfin un crabe au niveau des poumons, bon, c'est vous qui voyez. Ça marche pour l'acier, pour les bois aussi, certains bois qui sont extrêmement toxiques. Voilà, faites attention à ça. Allez, suite. Maintenant, travail au niveau de les moutures. Donc, j'ai retiré le papier pour éviter toute surépaisseur. J'ai repassé un petit coup propre au niveau de mon futur tranchant. Donc, hop, je vais prendre mon marqueur et je vais noircir mon futur tranchant. Voilà. J'ai noirci mon ensemble. Je sais que ma lame fait au niveau de son épaisseur 4 mm. Ici j'ai mon Trusquin. Donc je vais le calibrer. Tuc, 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 tuc. Ah. Du coup. Voilà. Hop. Je vais le mettre à 2 mm. À 2 mm. Ça va être pas mal. Donc je suis à 2 mm et je viens bloquer. Je ne sais pas si on va bien voir. On voit pas très bien. On va faire avec. Hop, je viens. Parce que on voit. Ouais, je vais changer de côté. Ce sera plus facile. Bravo Simone, ça va vachement mieux comme ça. Voilà, donc je viens tracer au niveau de mon tranchant d'un côté. Hop. Et de l'autre également. Et ça me marque le centre. Voilà. Donc, évidemment, quand vous faites ça, mettez-vous sur un plan plat, une zone plate. Bien évidemment, s'il y a, peut-être pas de marbre, si vous avez un marbre, tant mieux, c'est pas mon cas. Quelque chose de plat, parce que quand vous allez passer, si vous avez des petites différences de hauteur, et ben forcément votre traçage du centre ne sera pas au centre. Et puis ça risque d'être galère après pour faire votre émouture. Et on va y passer tout de suite. Par contre, deux choses, vous avez la possibilité soit de faire votre comment dirais-je, votre émouture avant la trempe. Donc ça vous permet d'avoir un acier qui est assez malléable. Enfin, c'est assez tendre, on va dire, surtout pour le 90 MCV8. Donc là, c'est la technique qu'on va faire. Ou vous avez aussi la possibilité de tremper votre couteau, faire votre revenure et de faire les moutures après. Donc là, bon, c'est un peu plus dur, ça vous fait un peu plus de bandes, mais ça vous évite de travailler 2 fois sur les moutures. Donc après, c'est vous qui voyez. Là, pour cette vidéo, émouture avant, trempe, et après, on retravaillera un petit peu sur les moutures. Voilà, les moutures, gros sujet. Bon, si vous n'avez pas de backstand, ça risque d'être compliqué. Avec une lime, mais vous allez passer quelques heures. Différentes techniques, vous pouvez utiliser soit des guides à émouture, c'est pas forcément génial, j'en ai un, il prend la poussière, donc pas possible. Vous posez sur la table, passez votre couteau sur l'amande, tenir à la main, posez vos mains sur la table, bref, après c'est vous qui voyez. Moi, je vais poser les mains sur la table, tenir mon couteau, reposer sur mon index, sur le côté de mon index. Et je vais venir au niveau de la bande, voilà, bien travailler, bien passer, bien droit, pas faire d'arrondi, pas, voilà, c'est vraiment, je vais faire une émouture plate, je viens en contact, je reviens, bien évidemment, je suis mon traçage qu'on a fait il y a quelques minutes. Quand je fais un côté, je fais l'autre, voilà, au fur et à mesure. Je pense bien à refroidir ma pièce pour éviter de me cramer les doigts. Donc voilà.
faite. Donc vous voyez, bon là j'ai accéléré sur la vidéo bien sûr, sinon il n'y a pas d'intérêt visuel. Je crois que j'ai mis 11 minutes à la faire. Donc important d'avoir une bande qui coupe, hein, ça vous évitera de galérer. Donc là c'est une première ébauche qui sera terminée bien évidemment après, après la trempe. Donc veillez à pas trop laisser, enfin veillez à laisser pardon un petit peu comment dirais-je de marge au niveau du tranchant, hein, quand même pas le faire trop fin pour éviter des casses au niveau de la trempe. Moi j'ai tendance à laisser les pointes un petit peu plus fat quand même, voilà. Alors, je sais que sur mes couteaux j'aime bien que la pointe soit quand même un peu plus épaisse pour qu'elle ait un peu plus de résistance, tout en étant rasoir bien évidemment. Voilà. Du coup, le perçage. Donc vous tracez le début de votre manche, hein, votre premier rivet, votre dernier rivet. Donc vous allez me dire oui mais où est-ce que je le mets? Généralement je prends 1 cm de marge, voilà, 1 cm entre le début de mon manche et mon rivet, entre mon pommeau et mon premier rivet 1 cm, et puis après vous n'avez plus qu'à mesurer, soit avec un réglet, soit avec votre compas. Voilà, on regarde, hein, tac, hop, hop, voilà, on est bon. Et ben j'ai plus qu'à faire mes perçages. Vous voyez aussi pour essayer de les centrer au maximum que faire se peut, voilà, bien évidemment, pour que ce soit joli. Voilà, mon couteau est mouturé, mon couteau est percé, mais mon couteau n'est pas trempé, donc bah, du coup je vais devoir faire ça. Du coup pour les traitements thermiques, moi j'ai un four de trempe, voilà, ici présent, où j'ai mes différentes températures. Voilà, il n'y a pas trop de secret, hein. Voilà, je vous avais dit 90 MCV8, ben vous avez les fiches techniques, hein, voilà, avec toutes les différentes températures. Après, c'est à vous de bosser là-dessus. Voilà. Je ne vais pas aborder les traitements thermiques dans cette vidéo-là, même si vous allez voir les, comment dirais-je, les étapes. Donc là, les normalisations, pardon. Normalisation, la trempe et le revenu, hein, c'est au four, hein, tout simplement. Mais ça peut être le sujet d'une future vidéo pour aborder les traitements thermiques sur certains aciers, parce que vous pouvez avoir de très beaux couteaux, même magnifiques, mais avec des traitements thermiques de merde. Voilà. Et du coup, si vous avez des traitements thermiques de merde sur un super joli couteau, c'est un couteau de merde. Voilà. Vous pouvez avoir des couteaux, somme toute, classiques, ou je vais pas dire mal fait, parce que bon, après chacun a ses niveaux, mais sans fioriture, sans travail particulier dessus. Voilà, un couteau, un outil à la base. Un couteau à la base, c'est un outil, un objet tranchant et pointu, un outil tranchant et pointu dans sa définition. Mais si les traitements thermiques sont bien à l'intérieur, ça va durer. Il n'y a pas de secret. Voilà, si votre traitement thermique est bien fait, vous serez satisfait du couteau. Voilà, tout simplement. Si vous avez un traitement thermique de merde, ce sera une daube. Voilà. Même si vous avez du mammouth, du damas, du machin, du truc, du bidule, si le traitement thermique de l'acier a été fait comme un gouttier par le coutelier, entre guillemets, si c'est un coutelier, voilà, quoi. Ce sera un couteau de daube. Allez, je passe au traitement. Le four est donc allumé, c'est en chauffe, je suis en train de donner de l'argent à EDF, à mon grand désespoir, mais bon, faut bien bosser. 90 MCV8, la trempe 790-820 degrés, donc vous avez les fiches techniques, référez-vous aux fiches techniques. Quand vous allez acheter votre acier, normalement, vous pouvez les trouver sur les sites. Je ne vais pas faire de pub aux différents fournisseurs d'acier. Faites aussi attention, vérifiez si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop averti au niveau des aciers que vous allez utiliser, à essayer de choper sur 2 ou 3 sites différents les températures, parce que parfois vous avez des coquilles qui se glissent. J'ai déjà eu des aciers
avec des fiches techniques que j'ai regardées, même en sachant en connaissance de cause les aciers que je travaillais. J'ai regardé les fiches techniques de mon fournisseur, bah, c'était pas bon, hein, du coup, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour faire les normalisations, du coup là à 720 degrés par contre. Voilà, le four est en train de chauffer gentiment, 546 degrés. Bah, j'ai entre temps frappé ma lame. On voit pas très bien hein, pour voir mon poinçon. Donc le JS, Journeyman Smith, de l'American Blacksmith Society, le N d'Artus hein, que vous retrouvez sur mes lames fixes. Sur les lames pliantes, généralement c'est le ND, hein, mon ancien poinçon. Et du coup, lame usinée, bah, dit lame usinée avec l'autre côté un petit U, usinage, voilà, tout simplement. Donc voilà, on attend, tranquille, 557, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, les normalisations sont en cours, donc là c'est la deuxième fois que je le sors du four. Donc, les taches noires qu'on voit là au niveau du tranchant, c'est de la calamine qui s'est faite. Hein. Normal. Donc les normalisations, je laisse redescendre jusqu'au rouge naissant. Voilà, dès que c'est noir, alors, je le remets une troisième fois au four pour la normalisation, encore une troisième fois. Et après, ce sera la trempe. Voilà, là on voit que la lame est redevenue sombre. Donc, je peux la remettre au four. Voilà, le couteau est trempé. J'espère que ça s'est bien vu en vidéo. Pas facile de tenir le téléphone et puis de faire le traitement thermique en même temps. Enfin, tenir le téléphone et tremper la lame. On verra. Là, j'ai pas encore regardé la vidéo. Bref, le couteau est au four. Voilà, un petit four de cuisine tout simple. Dans ma petite cuisine dans mon atelier. Voilà, c'est parti pour une petite heure. Reprise de la vidéo, bah, ce sera demain matin, il est 19h30. Bon, bah, je vais quand même breaker un petit peu et puis profiter de ma vie aussi et puis de ma famille hein, quand même. Voilà, donc dans une heure je viendrai éteindre le four et puis bah, je vous reprends demain matin. Ça va durer une fraction de seconde pour vous, hein, mais bon, voilà. Allez, je vous dis à demain. Ciao. Salut les gens. Voilà, la nuit est passée. Un peu courte la nuit, mais bon, voilà mon café. Et bah forcément, le couteau d'hier hein, qui a fini son revenu. Hein. Voilà, 90 MCV8. Donc, bah écoutez, on va continuer ça, on va le monter, hein, on va essayer de aller faire un manche correct. Je sais pas encore, peut-être en noyer. Peut-être je dis noyer, peut-être en noyer. On va voir. Donc vous avez vu hein, l'importance des traitements thermiques pour avoir une lame de qualité. Quand vous allez tremper votre couteau, bah, restez suffisamment longtemps à l'intérieur de votre fluide selon les aciers que vous allez utiliser pour que la modification se fasse bien, tout simplement. Hein. Trempez pas, restez pas 2 secondes et ressortez pas, ça sert à rien. Voilà. Restez quand même suffisamment, à savoir aussi que pendant une petite trentaine de secondes, vous pouvez toujours essayer de redresser votre couteau à la main sans cogner dessus, bien évidemment, si jamais vous avez une déformation. Mais bon, si jamais vous avez fait des normalisations correctes, si votre forge, s'il y a eu forge, a été correcte, si vous avez tout fait vraiment dans les règles de l'art, normalement, votre couteau, il ressort droit. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Allez, on passe à la suite, mais d'abord, café.
la lame est nettoyée. Bon, il y a une petite trace parce que j'ai mis la WD-40 dessus. C'est quelque chose de propre. Là, du coup, on va pouvoir passer au montage du manche. J'ai eu mon petit bug d'émouture ici. Hein. J'en entends déjà qui dit oh, il a pas fait une émouture droite. Ben si, elle est droite. C'est juste que je surmonte un peu. J'entends Kevin hein, qui dit putain, il a fait un truc de merde. Ben, non, non, c'est pas un truc de merde. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais choisir le bois que je vais mettre dessus. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Voilà, mes plaquettes sont faites. Enfin, mes plaquettes sont faites. Mes plaquettes sont découpées grossièrement. Donc, j'ai choisi de la loupe de noyer du Caucase pour le couteau. Hein. Bon, c'est ce que j'avais sous la main en même temps. Donc là, c'est une découpe grossière. Donc, je vais passer sur le backstand avec un grain assez gros pour bien travailler. Et après, on posera une couche d'intercalaire. Voilà, je vous reprends juste après. Voilà, j'ai, comme vous avez vu, j'ai du coup usiné les plaquettes. Donc les plaquettes qu'on avait découpées tout à l'heure, loupe de noyer du Caucase, pardon. Donc soyez pas bêtes, enfin soyez pas bêtes. Si, soyez pas bêtes. Quand vous allez prendre votre morceau de bois, si vous partez d'un gros bloc, moi par exemple, soit je vais passer par mon fournisseur, enfin par mes fournisseurs, parce que j'en ai plusieurs. Bon, pas leur faire de la pub, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, j'ai aussi l'opportunité parfois de récupérer des gros morceaux de bois. Des gros morceaux de bois, comme je vous disais, d'essence quand même intéressante. Donc là, c'est la loupe de noyer du Caucase. Vous voyez, donc ça fait quand même des morceaux quand même assez conséquents, assez gros. Donc j'en ai plusieurs des comme ça. Ça peut être de la loupe de noyer du Caucase, ça peut être de la loupe de chêne. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Là où je veux dire qu'il faut pas être bête, c'est que quand vous allez découper votre bois, le découpez pas comme une bille, quoi. Enfin, pas comme y allez pas tête baissée. Regardez, poncez les côtés. Regardez le meilleur des veinages que vous pouvez avoir. Faites attention aux petites fissures que vous pouvez avoir aussi dans le bois. Si jamais vous regardez pas bien, bah ça peut, j'ai la gueule dégueulasse, on est déjà dès le matin. Ça peut péter votre manche et foutre votre travail par terre, quoi. Là, si on regarde sur la loupe de mon noyer, hop, quand on regarde sur la loupe de noyer, ben voilà, je regardais qu'est-ce qui pouvait être intéressant, voilà, au niveau du design que je veux. Voilà, je regarde. Là, les deux côtés sont un peu similaires. Donc, je laisse un côté toujours un petit peu plus rugueux. Vous allez voir pourquoi après. Donc, le côté un peu plus rugueux, c'est celui-ci. Donc, je ne sais pas si on voit très bien à la vidéo. Il y a encore un petit peu de rayures. Donc, hop, voilà, je vais déjà le marquer. Et l'autre côté qui est déjà, voilà, beaucoup plus sympa au niveau du regard. Donc, je sais que moi, ça ici, là, ça m'intéresse. Voilà. Ça, pour mon couteau, ça peut être joli. Ça, bon, c'est somme toute assez classique. Mais bon, cette partie-là, je vais essayer de la conserver. Pour l'autre partie, on va regarder. Voilà. Bon, le dessin est quand même sympa. Là, on voit qu'il y a quelques petites ondes qui sont visibles dedans. Voilà, ça fait un joli reflet. Mais elles étaient plus prononcées de ce côté-là. Donc, j'ai poncé un peu plus ici. Donc, je suis qu'à un grain 240. Hein, là, avec le backstand. D'où la nécessité d'avoir une bande qui coupe bien. Parce que sur le noyer, bah, ça fait cramer tout de suite. Sinon, hein, c'est terrible. Vous voyez, là, toutes les petites ondes. Toutes les petites ondes que ça fait, c'est vrai que c'est quand même assez sympa, assez joli. Voilà. Donc ça, c'est ma face extérieure. Pareil, là, ça somme tout assez classique.
je vais essayer de conserver un petit peu ici aussi sur mon couteau. Donc là, je vais marquer, hop, voilà, mon intérieur. Voilà, et du coup, j'ai marqué mes deux intérieurs. Donc là, maintenant, on va coller le liner dessus. Je vous reprends tout de suite. Voilà, on y est. Donc, du coup, on reprend. J'ai mes plaquettes. J'ai marqué mes intérieurs. Ouais, on voit pas super bien. Voilà. On voit que j'ai marqué au crayon. Hein. Voilà. Les côtés un peu plus rugueux. J'ai ma fibre intercalaire que vous trouvez chez les différents sites de fournisseurs en coutellerie. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être professionnel pour en acheter. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous. C'est plutôt pas mal. Donc, vous avez différentes couleurs. Là, du noir, vous avez du bleu, du vert, du rose, toutes les couleurs que vous voulez quasiment, du jaune, et des trucs même douteux, mais bon, c'est voilà, c'est assez sympa. À quoi ça va servir notre intercalaire? Ça va faire tampon entre notre garniture de manche et également notre assière. L'intérêt qu'il va y avoir, c'est que déjà, d'une part, ça peut nous faire une petite décoration ou un petit effet esthétique au niveau du dessus de votre couteau quand ça va être monté en plat de semelle, bien évidemment. Mais également, quand vous allez faire un couteau et qu'au niveau de la planéité de votre couteau, de votre plat de semelle, si vous l'avez merdé, hein, ce qui normalement ne devrait pas, vous allez avoir votre intercalaire qui, quand vous allez usiner, va gonfler un petit peu et va boucher les petites irrégularités et vous faire une finition qui est bien propre, bien clean. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus que vous ayez un trou de 3 mm pour ranger les cure-dents à l'intérieur. Hein. Ça ne va pas aller. Il faut déjà que votre bas soit quand même relativement propre, bien évidemment. Donc, comment est-ce qu'on va coller le liner dessus? Moi, j'utilise de la néoprène. Hein. Je vais enduire ma néoprène sur mes deux faces bois, la néoprène sur le liner. Je vais laisser sécher. Et à partir de là, du coup, je pourrais présenter après mon ensemble. Maintenant, on attend que ça sèche. Voilà, c'est donc sec. Enfin sec, les solvants se sont évaporés. Je viens, hop, poser mes plaquettes. Voilà. Voilà, j'ai mes plaquettes qui sont faites. À ce stade-là, vérifiez bien que le manche de votre couteau peut matcher au niveau de la taille. Hein. On voit, hop, là je suis borderline, mais je suis bon. Voilà, l'autre, c'est le même calibrage. Hein. Hop, on est bon aussi, pas de souci. Voilà, donc, je me souviens, je voulais essayer de conserver cette partie-là. Et cette partie-là. Hop. Et ben là, je vais me mettre comme ceci. Je vais essayer de mettre mon liner joint, comme ça. Voilà. Et je viendrai ensuite
travailler ici pour former le début du manche de mon couteau. Alors, je vais fixer l'ensemble avec un scotch de masquage. Donc c'est pas du scotch spécial, hein, c'est vraiment un truc à 3 francs 6 sous, acheté dans une enseigne qui fait des produits à bas prix. Hein. Bon, je vais pas leur faire de la pub, ça sert à rien, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais comme je consomme quand même pas mal, inutile d'acheter des rouleaux qui coûtent 15 balles. Là, moi je fixe toujours par 2 fois. Voilà. Par 3 fois. Devant, derrière et toujours au centre. Après, encore une fois, hein, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, c'est ce qui me convient. Donc, là, je sais que la base, déjà, de mon manche sera ici. Hein. Voilà. Donc, tout ce qui est de ce côté-là, il faut que je le dégage. Donc là, je vais venir tracer le devant du manche de mon couteau. Voilà, j'ai fait ma petite ligne qui est ici. Sur le backsand avec une bande qui coupe bien. Je vais m'arrêter au trait avec une bande gros grain. Je vais descendre pour manger l'intégralité du trait après avec une bande très fine. Parce qu'une fois que ce sera monté sur le manche, cette partie-là, devant, je ne pourrai plus y toucher. Voilà. J'ai usiné le devant de mon couteau. J'ai fait attention que ce soit bien d'équerre, surtout au niveau du dessus, hein, à cet endroit-là, vraiment. Parce que sinon, bah, vous allez galérer. Ça va pas être propre. Voilà, ça va pas être joli. Donc, bien d'équerre dessus. Donc, maintenant, il faut quand même monter les garnitures. J'ai collé mon liner, j'ai travaillé le devant. Là, on voit bien justement le liner. Ouais, devant la caméra, c'est un mieux, Nico. Voilà. On voit bien le liner devant qui fait une jolie finition à notre ensemble. Donc, c'est plutôt classe. Voilà. Je viens mettre mon couteau sur ma plaquette. Alors, je vais pas mettre mon couteau sur ma plaquette comme un idiot. Voilà. Je vais faire en sorte déjà d'avoir au moins entre mon premier trou de rivet et le futur, enfin même pas le futur, le bout du manche de mon couteau là, je vais essayer d'avoir au moins un petit centimètre. Le problème qu'il y a, c'est si jamais vous allez mettre moins, vous avez une probabilité quand vous allez faire le matage de votre couteau, parce que moi je fais du matage de mes rivets et je vais pas coller. Voilà, pour moi la colle, non, voilà, c'est maté qu'il faut. Bref, après c'est mon avis. Je dis pas que ceux qui sont collés sont mal, hein, mais pour moi, au niveau de la résistance mécanique, je trouve que le matage est quand même mieux. Si jamais vous êtes trop proche au niveau du bord, vous risquez d'avoir une fissure qui se fait tout simplement, ou même au fur et à mesure du temps, vous pouvez avoir le bois qui se fondit. Voilà, donc pour éviter ce phénomène-là, je ne vais pas dire que ça l'empêche totalement, hein, mais essayez de respecter un petit centimètre. L'arrière, bah, forcément, quand on a fait nos perçages, bah, on était bon, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc, ça va faire une vidéo de 3 heures. J'espère qu'il y en a qui vont la regarder. Je viens fixer mon couteau sur mon ensemble. Toujours pareil, avec mon scotch de masquage. Toujours pareil, avec 3 points, voire 4 points de fixation. Hop. L'idée étant que ça ne bouge pas. Hein. Voilà. J'ai mon ensemble qui est bien fixé. Je vais pouvoir venir percer
mes 3 emplacements de rivets. Ensuite, je vais nettoyer un petit coup la plate semelle, histoire que ce soit propre, bien évidemment. Là, c'est encore un petit peu dégueulasse, hein. Et on va faire le montage. Ok, donc vous avez vu au niveau du bac, j'ai usiné les pointes des rivets. Donc moi, je vais utiliser des rivets d'attente. Qu'est-ce que je vais appeler mes rivets d'attente? C'est exactement les mêmes rivets qui seront les rivets définitifs, hein. C'est des tiges en inox pour cela, de 2 mm d'épaisseur. J'ai percé ma plate semelle à 2 mm d'épaisseur, donc ça sera exactement le même diamètre. Par contre, vous avez vu que les plaquettes sont quand même assez épaisses. Je vais prendre le couteau pour vous montrer. Voilà, on voit, j'ai quand même pas mal de matière. Ce que je vais faire, c'est je vais démonter, je vais désolidariser mon ensemble. Je vais passer mes rivets d'attente ou mes rivets martyrs, peu importe. Et je vais venir usiner le manche de mon couteau de façon définitive. Je vais faire le tour, je vais faire le polissage. Voilà, je vais tout faire au niveau du... Enfin, le polissage, grossièrement, va-t-on dire. Après, il y aura encore un petit peu de travail dessus. Mais voilà, je vais faire le maximum de sculpture ou de modelage, si on peut l'appeler, sur le bois. Ensuite, je vais expulser mes rivets d'attente. Parce que du coup, ils ne seront pas matés, vu que je vais retravailler dans la hauteur de mon bois. Et bah, si jamais je tire sur mes plaquettes, ça se barre, vu qu'il n'y a pas de colle, hein, tout simplement. Donc, je vais les chasser, comme chasse-goupille, hein, si vous préférez. On va chanfreiner les trous des rivets, vous verrez ça tout à l'heure. Et là, on passera les rivets définitifs et on fera le matage pour avoir un maintien mécanique au niveau du manche de notre couteau. Et là, on n'aura plus besoin de toucher à nos rivets. On n'aura plus besoin de toucher au manche de notre couteau, au moins très peu, vu qu'il sera déjà formé. Voilà, ce sera juste un petit coup de finition et normalement, ce sera pas mal. Voilà. Donc, comment que c'est que ça se passe ? Alors, je prends mon cutter, je viens, hop, déjà, dégager ma lame. Je viens ouvrir l'ensemble. Je retire bien tout mon scotch, hein, évidemment. Donc quoi, c'est peut-être du scotch de masquage à 3 francs 6 sous, mais c'est du scotch de masquage qui tient bien. Pas toujours le cas. Là, ce côté-là aussi. Est-ce que ça tourne toujours? Ouais, ça tourne. Hop. Alors, bon là on le voit pas trop, mais par exemple sur cette plaquette là, si, ouais, est-ce qu'on va bien le voir? Attendez, bougez pas, hop, oui, de toute façon vous n'avez pas bougé, vous êtes derrière votre écran. On voit que devant ça fait un petit peu de bavure, voilà. Pensez bien à les retirer avant de faire votre montage, parce que toute surépaisseur que vous allez avoir sur votre liner ou sur la plate semelle que j'ai pas encore nettoyée, et ben ça va être des super épaisseurs qui vont vous empêcher d'avoir un ajustement propre au niveau de votre plate semelle. Il faut que ce soit clean, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Une poussière, et ben la poussière elle va pas pouvoir se compresser à mort, et puis du coup ça vous fera un défaut d'ajustement. Voilà.
on fait un coup de nettoyage de la plate semelle avec un gros grain. Là. Alors voilà, c'est dégueulasse, il y a plein de différences de hauteur, enfin d'épaisseur, dû à l'huile qui a cramé hier. Et encore, c'est pas une trempe sélective, hein, c'était une trempe intégrale. Bon, de toute façon, en même temps, c'est un 90 MCV8, donc bon. Mais si j'avais fait une trempe intégrale, bah, voilà, avec tous les restes d'argile protecteur dessus, voilà, ça aurait pu être le bordel. Voilà, un peu les bords. Voilà. Donc, je l'ai pas précisé, hein, mais ça semble évident. Je leur dirai sûrement en début de la vidéo, parce qu'au début de la vidéo, vous allez voir le couteau fini. Après, on va repasser au début pour vous montrer toutes les étapes de process de montage. Et ça, vous l'avez déjà vu sûrement. Donc, du coup, je vous fais le rappel. On ne travaille jamais sur un couteau qui est tranchant. Voilà, moi, mon couteau ne tranche pas. C'est une erreur et même de l'inconscience de travailler sur un couteau tranchant. Ça, c'est la dernière étape que vous avez à faire. Après, si vous voulez vous baiser les doigts, eh ben, c'est vous qui voyez. Mais si jamais vous devez faire des vidéos, des machins, des trucs comme je vois trop souvent, eh ben, montrez les équipements de protection individuels, montrez les consignes de sécurité et travaillez correctement, bordel de merde. Parce que sinon, après, les gens qui vont vous regarder, eh ben, ils vont recommencer. Et ils vont se baiser les pattes, ou se niquer les poumons, ou se péter les yeux. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Allez. On va changer l'angle de vue, ça fait plus professionnel. Alors, ça, ce sera mes rivets. Ce seront mes rivets définitifs. Alors, je prends ça, hop, en attendant, je viens mettre mon premier rivet jusqu'à l'enclume. Je viens mettre mon deuxième rivet. Pareil, jusqu'à l'enclume. Et mon troisième rivet, encore une fois, jusqu'à l'enclume. Je viens présenter mon tout. Bon, voilà, vous avez vu, hein, quand c'est bien percé, quand c'est bien aligné, bah, ça rentre facilement. J'allais dire une connerie, mais je sais pas qui c'est qui écoute, donc on va rester correct. Je prends ma deuxième plaquette. Je viens la présenter sur les rivets. Voilà. Hop. Alors, on vient essayer de présenter, voilà, l'ensemble. Et on vient presser de chaque côté tranquillement. Alors faites attention surtout quand vous allez faire ça, de ne pas y aller comme un sauvage, d'une part pour ne pas péter votre bois ou votre garniture, hein, et également ne mettez pas vos doigts devant les trous, parce que si ça passe d'un seul coup, eh ben, je vous garantis que ça va vous laisser un bon souvenir. Je vous parle de connaissance de cause, surtout si les rivets vous les faites bien pointus. Et ben, croyez-moi que quand vous le faites une fois, ça vous passe l'envie de recommencer. Voilà. Hop. Là, bah, je suis ajusté, je suis pas mal. On va peut-être faire un petit peu d'ajustement sur le dessus ici. Je regarde au niveau de mes marquages, ce que ça donne, s'ils sont visibles. Ah, j'ai ma marqué ici, pareil, tout est bon. Et ben, je vais passer un petit peu les rivets de l'autre côté, très légèrement. Je vais commencer ici. Voilà. Là, forcément, je suis au-dessus de l'enclume. Hop. Voilà. Vous avez vu, vraiment pas grand-chose. Je vais prendre une pince. Pour couper mes excédents. Ça, bon, j'ai quand même pas mal de matière, donc ça, je vais le garder. Si jamais j'ai assez de matière
pour faire mes rivets du couteau, je l'utiliserai, sinon en quel cas ça peut me servir pour faire des rivets sur les couteaux pliants par exemple. Voilà, on va pas le jeter, on n'est pas couillon. Déjà qu'on a de la perte au niveau des deux rivets là. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon ensemble qui est prêt à être usiné. Je me rééquipe au niveau du masque et je vous reprends tout de suite sur le backstand. Voilà, donc j'espère que vous allez m'entendre avec tout le bardage, je ne sais pas si ça va être très clair. Là, on est parti pour l'usinage du manche du couteau, donc les différentes étapes de façonnage. Bon, ça, après, c'est un peu à vous de voir, de faire quelque chose d'agréable au niveau de la main. Voilà, donc on en reparlera un petit peu après. Moi, j'y vais tout de suite. Voilà, le manche est fait au backstand. Vous avez vu, hein, moi c'était la pause midi en même temps, donc c'était plutôt cool. Donc on va reprendre le travail. Ponçage à la main. Du coup maintenant, hein, le ponçage à la main, c'est quand même l'essentiel. Hein, voilà. Je fais ça et puis après, du coup on peut changer les rivets, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est parti. Voilà, le manche est poncé et passé un petit coup rapidos à la frotte pour révéler un petit peu la structure. Et du coup maintenant on va passer au chasse-goupille, travailler les arêtes ici parce qu'elles sont encore dégueulasses. Voilà, on voit qu'il y a encore plein de rayures, on va faire quelque chose de propre. Et après on arrive gentiment vers la fin. Voilà, donc là j'ai besoin de 3 rivets dont j'aurai chanfreiné uniquement un côté. J'ai besoin d'un marteau assez gros pour pouvoir chasser mes rivets, les anciens bien évidemment. Mon marteau pour les rivets, une pince pour les retirer. J'ai besoin aussi d'un petit forêt centreur ou un petit forêt, hein, peu importe, d'un diamètre supérieur à 2 mm. Donc là, c'est un 2,5. Et une planche percée. Alors, je vais positionner mon couteau avec le rivet au-dessus du premier trou. Je viens mettre la tête de mon futur rivet sur l'ancien rivet et je viens, voilà, tapoter pour le chasser. Hop, je retire, je me le réserve et là on voit, il est sorti de l'autre côté. Là tout de suite je viens retirer mon rivet. Voilà, ça m'en fait déjà un de moins, lui il est mort. Je peux passer au suivant. Voilà, j'ai retiré mes 3 rivets. Je peux retirer mes plaquettes. Là, elles sont parées. J'ai juste quelque chose à faire dessus d'important. Je vais venir prendre mon forêt d'un diamètre supérieur aux 2 mm. Et je vais venir chanfreiner le trou ici. Voilà, donc je fais les 3, bien évidemment, pour chaque plaquette, c'est évident. Hein. Alors, à quoi ça va servir ça?
à votre avis? Eh bien, quand je vais venir faire mon matage, mon rivet va faire une petite, un petit dôme, une petite boursouflure sur les côtés, hein, du matage, hein, ce qui va venir appuyer sur le bois. Et pour pas avoir une trop grosse surépaisseur sur le dessus, on fait cette petite cuvette. L'acier va se tasser dans cette cuvette là, et là, ça va être quasiment lisse. Voilà. Bon, ceci étant dit, du coup, les plaquettes sont faites, mais j'ai encore le tour de mon couteau à faire, parce que là, il est dégueulasse. Donc, je vais passer une bande pour retirer le gros des rayures, pas pour usiner, vraiment pour nettoyer. Et après, je vais passer un petit coup sur la frotte qui est là-bas, dans mon bordel, pour faire une jolie finition. Voilà, le couteau est poli au niveau des côtés, de l'épaisseur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pas facile de voir à la vidéo, hein, mais bon. Voilà. Plus de rayures, c'est brillant, c'est joli. Voilà, je vais passer vite fait un coup sur les moutures. Mais de toute façon, vu que je vais refaire l'affûtage derrière, je vais y repasser un coup. Donc, j'ai vraiment pas poussé. Je suis pas un fan du polissage miroir. C'est pas trop ma cam. Mais bon. Même si j'en fais de temps en temps, parce qu'on m'en demande, pour un couteau à outdoor, honnêtement, je trouve que c'est perdre du temps pour rien. Surtout sur une lame carbone qui irrémédiablement va patiner. Ouais, c'est une perte de temps, tout simplement. Ok, donc bref, le couteau du coup est prêt. Les plaquettes, elles sont ici. Enfin, une plaquette, l'autre plaquette est sur l'enclume. Je monte les rivets, je vous montre comment on fait le matage. C'est parti. Allez, et ben on va un peu procéder comme on a fait tout à l'heure. Comme on a fait tout à l'heure avec les plaquettes quand on les a montées de façon provisoire. Donc là, nous avons nos rivets définitifs qui sont ici. Hop, ça on va le mettre ici. Ça on va le mettre là. Alors, vous vous souvenez qu'on avait fait juste un côté chanfreiné. Et là, du coup, on va le passer tout de suite hop, dans les plaquettes. Là, ça passe tout seul. Vraiment pas de problème. Encore une fois, faites attention aux éventuelles surépaisseurs qui peuvent être galères. Je vois qu'il y en a un peu sur le côté. Voilà, n'hésitez pas à repasser un petit coup de papier à poncer très rapide. Hein. C'est vraiment juste pour retirer les bavures. Là, je présente mon premier côté. Hein. Hop, voilà. Nickel, c'est tout bon. Mais bon, pour la prise en main, ça serait bien de mettre le deuxième. Donc, je reprends ma plaque. Là, je peux prendre le gros marteau pour le moment. Hop, je fais passer un petit peu mes rivets et je viens présenter ma deuxième plaquette. Toujours pareil, en faisant attention qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Là, bon, faut pas forcer comme un couillon, excusez-moi l'expression. Hein. Si ça force, si ça gêne, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc inutile de vous acharner dessus. Mieux vaut regarder, nettoyer si jamais il y a besoin. Voilà. Donc là, le manche est monté. Par contre, les rivets ne dépassent pas. Donc je vais utiliser ma planche avec le petit trou. Voilà. Faire passer mes 3 rivets. Entièrement, bien évidemment. Voilà.
hop, et je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu de matière qui me reste sur les côtés. Je vais venir, mieux de vous parler comme ça face à face. Je vais venir les chanfreiner un petit peu, me laisser même pas un demi-mille, que je vais venir mater dans les petites cuvettes qu'on a fait tout à l'heure avec le forêt centreur. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai arasé les rivets. Bon, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, il n'y a rien de fantastique. Hein. Si on voit, voilà, on voit qu'il en reste vraiment un tout petit peu qui dépasse, vraiment 3 fois rien. Mais c'est suffisant pour faire notre matage que je vais vous montrer de suite. C'est parti, hop. On va essayer de zoomer. Est-ce que ça zoome? Non, forcément. Voilà, je vous ai mis le zoom à fond. On va espérer que ça se voit correctement. Donc hop, je suis ici. Ouais, ça va le faire. Alors, je prends mon petit marteau et je me pose sur mon rivet et je viens taper le tour de mon rivet. Il faut bien penser à travailler un côté et l'autre de façon simultanée. Si vous matez votre rivet uniquement d'un côté et que vous faites l'autre ensuite, et ben vous avez de très fortes chances de ne plus avoir de matière de l'autre côté et de vous retrouver comme des couillons. Voilà, vous auriez une plaquette qui serait rivetée et l'autre non. Donc voilà, donc là j'ai, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là, voilà, j'ai mon premier rivet qui est fait. Moi je fais toujours les extrémités d'abord, parce que quand vous faites une pression d'un côté, vous pouvez avoir une ouverture de votre garniture de l'autre avec la force qui est appliquée ici. Donc moi je vous conseille, faites devant, derrière ou derrière devant, peu importe, on s'en cogne. Et ensuite vous faites le rivet central. Après, hein, c'est un conseil. Hein. Bon, le plus galère, c'est de bien se reposer sur le rivet. L'enclume, je ne sais pas si vous entendez, il faut qu'elle sonne. Si elle ne sonne pas, c'est que vous êtes sur le bois. Si vous êtes sur le bois, eh ben, le rivet ne se mate pas. C'est aussi con que ça. Voilà, on vient bien remplir l'intégralité du chanfreinage que l'on a fait tout à l'heure. Il va sans dire aussi que c'est important de quand vous chassez votre rivet façon chasse-goupille qu'on a fait tout à l'heure, et ben c'est de le chasser bien droit, pas augmenter le trou. Voilà, si jamais vous percez sur le côté, ben vous vous retrouvez un petit peu bête quoi. Et c'est surtout que ça fait dégueulasse. Et si ça fait dégueulasse, ben, on change la plaquette tout simplement. Et tout le travail qu'on a fait avant, et ben c'est perdu. Aussi simple que ça. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de mon dernier rivet. Ça ne me gratte pas au niveau... hop, voilà. Donc, je recommence parce que je n'avais pas appuyé sur play et vous n'avez pas eu la séquence. Voilà, donc je vais me répéter. Donc, là, je sens plus mes rivets. Enfin, je les très légèrement, mais je veux dire, il ne m'accroche pas au doigt. Par contre, il va falloir que je passe un petit coup sur la frotte que vous avez vu tout à l'heure pour les lisser, faire quelque chose de beau et même brillant, voilà, pour faire quelque chose de joli. Également, je vérifie au niveau de ma jonction bois-acier, au niveau de ma plate semelle, voir si je n'ai pas de différence de hauteur. Tout simplement parce que vous avez usiné, enfin on a usiné, après je ne sais pas comment vous allez faire plus tard, hein. J'ai usiné le tour, ou du moins j'ai poli le tour, je suis passé un peu avec la bande, je suis passé avec la frotte, ça peut retirer un petit peu d'épaisseur. Donc il faut regarder si c'est pas choquant, si vraiment vous êtes descendu ne serait-ce que d'un millimètre ou même un demi-mille, ça va pas le faire, ça va pas être agréable, ça va faire un mauvais ajustement et ça va être mauvais tout simplement, voilà. Donc voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je regarde, ma prise en main est nickel. Le couteau au niveau du design me plaît, voilà, sympa pour un couteau outdoor, hein, voilà, vous avez vu toutes les étapes. Hein.
un petit coup de fraude là pour les rivets, pour les faire briller. Et puis bah, on devrait être pas trop mal. Voilà. Alors, ben, le couteau est quasi terminé, hein, plus que 2 étapes, les amis. L'affûtage, qu'on va voir tout de suite. Donc là, sur les couteaux outdoor, je fais mon affûtage au niveau du backstand pour avoir un tranchant rasoir. Hein. Pour les couteaux de cuisine, je vais utiliser un outil que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je ne reviendrai pas dessus, c'est toujours génial. Voilà, après maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Donc l'affûtage, un petit coup d'huile sur le manche, et puis on fait le petit bilan de cette création. Et puis voilà, allez, c'est parti. Voilà, le couteau est affûté. Je vous ai pas montré en vidéo le petit passage sur la bande de cuir pour retirer le morphile. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me marquer le message et me poser des questions. Je peux même vous faire une future vidéo là-dessus. Toute importance qu'il en est, bah, il faut que le couteau coupe. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors moi, sur mes couteaux outdoor, j'ai tendance à faire cette partie-là assez tranchante, enfin de rasoir de toute façon, quoi qu'il en soit, mais qui puisse encaisser beaucoup au niveau des chocs. Et mes points, j'ai tendance à les faire un petit peu plus fat, parce que bah, je me suis rendu compte que dans les activités outdoor, il y en a beaucoup qui vont utiliser la pointe pour aller creuser, machin, ainsi de suite. Et bah, si vous faites très très fin, ça peut casser. Voilà, donc je vais pas dire qu'elles sont très épaisses, hein, mais un petit peu plus. Mais bon, on voit quand même au niveau du tranchant, bah ça y va. Hein, donc c'est toujours rasoir aussi. Donc il faut faire, ça a son importance. Voilà. Donc un petit peu d'huile de lin pour le manche du couteau. Alors, je parle bien du manche du couteau, et en plus, qui plus est, on fait gaffe parce que bah, il est tranchant maintenant. Hein. Un petit peu de laine d'acier, dont moi c'est de la 4.0 que j'utilise. On vient nettoyer toutes les petites impuretés qui se sont mises sur le couteau. Donc vous avez vu comment je tiens le couteau, hein, de façon à ce que mes doigts ne soient pas sur le tranchant. Voilà, faites gaffe à vos doigts. J'en connais déjà quelques-uns qui ont eu des surprises à ce moment-là. Je ne citerai pas de nom. Hop. Tout simplement, parce que si jamais, quand vous venez nettoyer le manche de votre couteau, si vous tapez que vous avez les doigts sur la lame, il n'y a pas de bol, quoi. C'est con. Ah, on regarde. Ah, pas mal. Moi, je sais pas le rendu que ça sur votre écran. Moi, sur mon iPhone, vu que l'écran est à moitié cassé, ça a un rendu merdique. Mais en réalité, c'est vachement joli. Donc, je vous ferai une petite photo après. Ça devrait être pas mal. Donc là, j'ai mis sur le manche de mon couteau, je vais essuyer l'excédent. Voilà. Et pour la lame, on ne va pas utiliser l'huile de lin sur la lame, parce que comme vous savez, l'huile de lin, c'est une huile qui est cicative. Elle va sécher dans le temps. En séchant, bah, elle va faire des taches, tout simplement. Donc moi, j'utilise de la Ballistol, qui est une très très bonne huile pour les manches de couteau aussi, pour l'acier, pour plein d'applications. Ne me demandez pas de vous donner la traduction. La bouteille, c'est marqué en allemand. Je sors pas un seul mot d'allemand. Voilà. Vachement compliqué d'ailleurs.
quand j'ai à traiter avec des clients qui parlent que allemand. Bref, et qui parlent pas anglais. La balistole sur ma lame. Voilà, ça nettoie également les impuretés. Voilà. Et ben, je pense que mon couteau est terminé. Voilà. Il est quelle heure? 14 heures. Hier, j'ai fait à peu près 3 heures, 3 heures de boulot. Ouais, c'est ça, 3 heures de boulot à peu près. Ensuite, il y a eu le traitement thermique, tout ça. Donc 3 heures du boulot avec bien évidemment le montage de la vidéo, des séquences vidéo. Aujourd'hui, j'ai commencé à tourner, il était 10 heures avec la petite pause de midi. Ouais, vous comptez à peu près 6 heures. 6 heures pour faire le couteau, là, tout traitement thermique, tout le tintouin. Bon, il n'y a pas l'étui, bien évidemment. Donc, bon, pour un couteau, ouais, vous comptez une journée. Le but n'est pas de se presser, le but est de prendre du plaisir. Voilà. Pas bon. Je vous reprends tout de suite pour faire un peu le récap. Et ben voilà, c'est fini. Mon couteau est là. Voilà. Et vous avez vu, j'ai même pas retiré mon bug que j'avais eu au niveau de mon émouture où j'ai fait une toute petite vague. Vous voyez, comme quoi, je prends même les erreurs. C'est terrible. Donc, bon, tout pour dire, mon couteau est là. À la fin, vous le nettoyez sans vous couper avec une petite peau de chamois. Hein. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à remettre un petit peu d'huile sur le manche hein, pour essayer de l'imbiber au maximum. Hein. C'est une des rares choses qu'on peut imbiber sans se faire engueuler. Je devrais le couper à la séance. Ça. Bref, comment dirais-je, le mélange au niveau de la coutellerie qu'on utilise énormément. Donc là, en première application, pardon, moi j'utilise de l'huile de lin à 100%. Quand vous allez avoir votre couteau à repasser au fur et à mesure du temps, quand vous allez l'utiliser, je vous conseille très fortement d'utiliser de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. Donc vous faites un mélange de 30% d'essence de térébenthine et 70% d'huile de lin dans le même contenant. Et vous allez passer ça sur le manche de votre couteau, encore une fois, surtout pas sur la lame, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'essence de térébenthine, elle, va venir nettoyer le bois, dissoudre un petit peu toutes les saletés, toutes les graisses qui se sont mises dans les pores, et l'ancienne huile de lin. Et la nouvelle huile de lin, elle va venir, elle va reprendre les emplacements qui ont été, entre guillemets, nettoyés, pour refaire une couche protectrice. Voilà. Ou vous pouvez utiliser de la balistole aussi. Bon, la balistole, par contre, elle a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est une huile qui va rester tout le temps grasse. Elle n'est pas cicative. Donc, par exemple, dans les salons de coutellerie, je sais qu'on est beaucoup à l'utiliser pour poser ça sur les lames, parce qu'à chaque fois, il y a plein de monde qui pose les doigts sur les lames. Et l'oxydation, ça ne va pas le faire. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, vous avez vu au niveau du matos qu'il y a, c'est ça qui peut freiner un petit peu. Faut investir un petit peu. Hein. Bah oui, forcément, le couteau peut pas se faire avec. Ou alors, si, il peut se faire, mais en mettant une plombe, quoi. Mais il faut quand même un petit peu de table. Ne serait-ce que pour les traitements thermiques. Là, moi, j'avais le four. Il y a une façon de le faire aussi avec un aimant. Un aimant, mais bon, c'est déjà un peu plus délicat, ouais, il faut déjà un peu plus d'expérience. Peut-être le traiter plus tard, vous montrer ça. Bref, c'est pas le sujet de la journée. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que ça doit faire une vidéo de quelques minutes quand même là. Si vous n'aimez pas, bah, regardez ailleurs. Comme ça, vous éviterez de perdre du temps. Et puis, eh bien, écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Je ne sais pas encore là, si pour la prochaine, je fais un couteau pliant ou un couteau fixe avec un montage soie. Je ne sais pas. Voilà. Marquez-moi, dites-moi ce que vous souhaiteriez et je vais réfléchir à ça. Je vais prendre un petit peu
vos idées et vos ressentis. Allez, moi sur ce, je vous dis à bientôt. Moi, je retourne à la forge.